Avec moi aujourd'hui en studio, une personne merveilleuse, une amie à moi, Yehuda Lapien, originaire de Jérusalem, qui est aujourd'hui directrice de projet dans une organisation incroyable appelée Peace of Mind, qui aide les réservistes à retrouver une vie normale. Il a été réserviste, a passé des centaines de jours dans cette guerre avec une grande perspicacité. Bienvenue. Yehuda, merci pour l'invitation. Merci de m'avoir invité. Yehuda, je t'ai entendu parler pour la première fois lors d'une conférence sur la santé mentale pour les réservistes. Et maintenant, même si on n'est pas vraiment sûr, on est après la guerre, mais on commence un peu à ressentir ce que c'est d'être après la guerre. Et je sais que cette société, notre pays, n'est plus le même qu'avant. Dis-moi ce que tu as observé de ton expérience personnelle sur le champ de bataille jusqu'à ta tentative de rétablir et d'adapter ta vie après la guerre. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Et je peux te donner une réponse rapide et courte, simplement à partir de l'expérience de Takis dans le Shetash, qu'au début, sur le terrain, d'accord. Aide-moi un peu, je parle au public, tu m'aideras avec quelques mots. Pas de problème. Lors de la première intervention à Gaza, je faisais partie du Malemik Hadash, qui était le ravitaillement. Toutes les 48 heures, nous apportons du nouvel équipement, de nouvelles munitions, de l'eau aux soldats de combat là où ils se trouvent. Donc, les gars qui ont déjà un peu plus de 30 ans, c'est beaucoup de logistique, oui. Ce n'est pas le combat classique de maison en maison, de bloc en bloc. Mais c'est sérieux. Tu es en guerre. Quand as-tu été appelé, Yehuda? Le 7 octobre, Le 7 octobre, tu reçois un appel. Nous sommes en guerre. Je reçois un appel téléphonique de l'un de mes meilleurs amis, Neta, qui était à la yeshiva avec moi à Malé Gilboa, qui était en Milouim avec moi, Netanyahou. Et en un mot simple, Tajia, ce qui veut dire « Viens juste ici ?» Ouais. Et j'ai mis mon uniforme. Je donnais mon sang à Ichilov. J'ai dit « Qu'est-ce que je peux faire? Alors au moins, je vais donner mon sang. » Quand j'étais là-bas, j'ai reçu l'appel et je me suis retrouvé à conduire à 150 km à l'heure vers le nord. Nous étions censés entrer au Liban, c'était notre... Vous étiez au Liban, domaine d'expertise de votre unité. Oui, exactement. Nous pensions toutes qu'une guerre allait éclater avec le Liban à ce moment-là. C'est exact. Finalement, je crois qu'au bout de 7 jours, voire moins, nous avons été les premières unités de chars de réserve Milouim à entrer dans Gaza. Donc je me suis littéralement retrouvé au cœur de tout. Et on pourra peut-être en parler plus tard, mais la deuxième fois qu'on est entré, on a été attaqué par un drone sérieux. De Gaza. Oui, on était à Yarbury, Beery avec du matériel. La forêt de Berry. La forêt de Berry. Il était 4 heures de l'après-midi, nous étions... Honnêtement, on prenait des photos, on fumait une cigarette, on se détendait, on attendait que les chars viennent vers nous pour qu'on puisse leur donner de la nourriture, des munitions. Le début du commencement, et 10 minutes plus tard, on sauvait le soldat Ryan Singh, classique, fou, chaotique. Et moi, je suis... vous savez, Yerushalmi, je ne suis pas un viking, je ne suis pas un combattant d'une unité d'élite. Je suis un juif simple, vous savez, je suis venu pour... C'est un juif en uniforme prêt à se battre pour son pays. Ce n'est pas si simple. Mes parents, ma communauté et la célèbre Alia des années 80 m'ont appris à dire Hineni. Me voici. Oui, encore une fois. Et quand mon pays et mon armée ont besoin de moi, peu importe mon âge, je viens. Mais je ne m'imaginais pas, dès le 2e jour, entrer dans Gaza. Ce n'était même pas à Gaza, mais dans la forêt de Be'eri. Mais honnêtement, je dois dire que c'était à 50% l'une des choses les plus dures et folles que j'ai jamais vécues dans ma vie. Terrifying. Tu vois le chaos. D'un autre côté, j'ai beaucoup appris sur moi-même en courant vers le gars qui était blessé. Son nom de famille est Rothschild et je lui ai apporté les premiers secours pendant les 2 premières minutes. Et je ne pouvais partager qu'une courte anecdote.
La raison pour laquelle j'aime tant être juif, c'est qu'il saignait. Il a reçu 3 éclats d'obus. C'est bien le mot? Oui. Et il était plein. Il était plein. Mais tu as vu quelqu'un qui était choqué, qui... C'est difficile de décrire ses yeux. Il est... En état de choc et il aurait pu mourir. C'est exact. Et tout le monde se met à l'abri et j'ai grandi à Jérusalem. Il n'y a pas de... Si quelqu'un a besoin d'aide, tu y vas, quoi qu'il arrive, il arrive. Et je tenais ma mâche, je tenais sa tête dans ma main. Et je ne sais pas comment donner les premiers secours. Et je n'ai aucune idée de ce que je fais. Tu n'es pas médecin? Non, je sais juste que je dois le garder concentré. Et je lui parle, et je n'ai aucune idée, et je suis en guerre. Et toi, quoi? Tu attends en espérant qu'un médecin va arriver. Oui, mais il y avait tant de chaos. On ignorait si c'était Nukba, s'il y avait d'autres drones, ou même si c'en était un. Un drone qui tirait sur... Toi, un drone a tiré un missile sur mon camion, qui était le camion de gaz. Oh mec. Et il a pris feu. Le camion a été projeté en l'air, et les 3 gars qui nettoyaient la citerne à côté ont été projetés dans les airs, un mamache. Et il a été blessé. Bien plus grave, l'homme que j'ai contacté a accepté. Mais pendant ces minutes-là, j'ai rencontré un soldat que je devais garder calme. Et 2 minutes plus tard, la secouriste a dit, une fille d'Ati d'ailleurs, courageuse, vive. Elle m'a juste dit, garde-le concentré. C'était un garçon de Yeshiva, Hesder. Je lui ai demandé, je venais de sortir. J'ai dit, tu as quelque chose d'intéressant à dire sur la paracha? Et il a ri. Tu essayais de le distraire Oui, exact. et attendre le médecin. Exact. Et je me suis retrouvé, À parler de la portion hebdomadaire juste pour essayer de le distraire. et il a éclaté de rire. Elle a éclaté de rire. Je riais. C'était un moment classique de Un violon sur le toit, où, malgré l'instabilité de notre situation, notre racines sont, et les Juifs de la diaspora en Israël, peu importe où ils se trouvent, marchent toujours sur un sol instable. Mais nous continuerons toujours à sourire. Nous garderons toujours la tête haute. Nous profiterons toujours au mieux de la situation. Et c'est quelque chose qui m'accompagne depuis très longtemps. Mais cette situation, le fait de l'aider. Mais ce dont je suis fier, ce n'est pas d'avoir pu l'aider. J'étais fier d'être resté calme et que, pendant 3 minutes, j'ai pu aider un juif à se sentir un peu plus fort. Et voir Adi l'aider, c'était... Et tu lui as sauvé la vie. Je ne peux pas dire que j'ai sauvé la vie. C'est elle qui l'a fait. Et je lui donne tout le mérite. J'étais là pour m'assurer qu'il ne perde pas pied. Et il y a des choses que j'ai vues lors de cet incident qui m'ont rappelé ce que cela signifie d'être juif, ce que cela signifie d'être un juif israélien. Je suis fier de porter cet uniforme vert, chose que mes grands-parents à Auschwitz n'ont jamais pu faire. Et peu importe ce qu'on dit de nous dans le monde, je ne pourrais pas être plus fier de faire partie de Tsahal. Dis-moi quelque chose. Tu sais, comme tu parles anglais et viens de parents anglo-saxons, comme tu dis, tu sais à quel point on est diffamé, surtout Tsahal dans le monde entier, les différentes accusations, la propagande incroyablement mauvaise, tu sais, terrible. En plus de ça, les affaires contre nous à la Cour internationale de justice. Tu es une soldate israélienne, tu as traversé cette guerre, tu as été sur plusieurs fronts. Je veux que les gens comprennent qui sont les soldats de Tsahal. Je sais que c'est une grande question, mais je veux que les gens comprennent que nous sommes l'armée la plus éthique du monde. Donc, je veux que tu me donnes quelques exemples de ton expérience où tu t'es dit « Je suis fier de faire partie de cette armée, même dans les pires circonstances. » Et regarde comment nous plaçons notre moralité avant toute autre chose. J'ai juré Flair de ne pas pleurer pour ça. Tu peux pleurer, je suis une femme, je peux le supporter. J'ai grandi avec 3 sœurs. Je me suis fait une promesse, peu importe. C'est une réponse très longue et on n'a pas beaucoup de temps. Mais il y a tellement de situations. Flair, pendant les 200 jours, 250 où je regardais à droite et à gauche, où j'étais en train de voir le meilleur du meilleur d'Am Israël, du peuple israélien,
en sachant qu'Israël a les outils et la capacité de terminer cette guerre en 3 jours. Oui. Tu sais, ce que nous avons fait au Liban, en Irak, en Iran, on pourrait le refaire. Et je le sais, et personne ne me fera jamais changer d'avis là-dessus, je le sais dans chaque fibre de mon corps, qu'il y a des soldats qui reposent maintenant à Har Herzl, le mont Herzl, où les soldats sont vraiment là. À cause des questions que tu viens de me poser sur les valeurs juives, sur les valeurs israéliennes, quand j'ai mes 2 commandants de section, Guy et Gonen, qui me parlent d'avant qu'on entre à Gaza et avant qu'on entre au Liban, et j'ai des vidéos d'eux avec 400 soldats avant d'y retourner, que ce soit au Liban ou à Gaza, et il dit, mon commandant de section dit, nous ferons de notre mieux. Nous allons attaquer. Mais un soldat de Tsahal est un soldat qui ne prend pas la vie immédiatement. Depuis mes 18 ans, je sais qu'il pense d'abord à sauver des vies, comme mes rabbins me l'ont dit à Mali Gilboa. C'est ce que mes parents m'ont dit. C'est ce que mes meilleurs amis m'ont dit qu'on leur avait dit. Tu pourrais continuer, le monde, je dis, ment sur nous, se moque de nous traite de monstres, de génocidaires. Ce n'est rien, nous savons la vérité. Et quand je vois un rabbin de 60 ans donner de l'eau à une mère palestinienne qui, par accident, est restée dans la zone où elle n'était pas censée être, et il la traite avec tant de gentillesse et de douceur, le rabbin. Ceci n'est pas filmé, il n'y a pas de photo, et tu le vois tout le temps. Tu vois le rabbin, tu vois le commandant de peloton. Nous continuerons à nous battre partout où ce sera nécessaire. Ils ont besoin de nous, chaque fois qu'ils ont besoin de nous, mais je sais que la raison pour laquelle nous gagnons n'est pas seulement parce que nous n'avons pas un autre pays, c'est parce que nous avons quelque chose à l'intérieur, et ça s'appelle l'âme juive. Et je ne pense pas que nous soyons meilleurs que les autres. Mais les soldats de Tsahal, depuis le début de l'État jusqu'à aujourd'hui, sont de bonnes personnes qui veulent juste retourner à leur travail, à leur vie et à leur famille. Oui, mais ils savent quelque chose que tous ceux qui mentent sur nous ne savent pas. Et premièrement, c'est que nous n'avons nulle part où aller et que nous continuerons à nous battre sans valeur. Et je ne pourrais pas être plus fier, et je ne pense pas que je ferai jamais quelque chose d'aussi significatif et puissant que de protéger mon peuple et mon pays aux côtés de personnes aussi courageuses. Pas un jour ne passe sans que je pense à ces jeunes hommes courageux que j'ai rencontrés avant d'entrer à Gaza, en partageant une cigarette avec eux, des gens qui vivent ici, à 10 minutes à pied d'ici, et qui ne sont plus en vie. Chanter les chadoudis avec eux, des chansons de Karl Bach ensemble, et tant de moments où je me disais que je ne pourrais pas être plus fier de faire partie de cette armée. Et ils peuvent continuer, et parfois ça me brise le cœur. Honnêtement, les mensonges. Ayons un débat. Oui, ils ne veulent pas débattre. Tu sais que tu m'as dit quelque chose quand on s'est rencontrés, Yehuda, qui m'est resté en tête. Et c'est ton commandant qui a perdu la vie au combat, qui t'a dit « Nous nous battons parce que nous aimons notre peuple et nous aimons la vie. Nous ne nous battons pas par haine. » Il est important que les gens le sachent. Je sais que c'est ça qui te fait pleurer. Oh. Je me souviens avoir parlé à Myriam Peretz, qui a perdu 2 fils. Fils dans 2 guerres différentes. Et son mari, et Eliasaph qui est allé à l'école avec moi à Ottawa, la façon dont il parle, il s'exprime, il écrit sur Facebook. Aucun d'eux ne parle de vengeance, aucun d'eux ne parle. Tu pouvais le voir? Hirsch, la mère de Hirsch, aucun d'eux ne parle de vengeance ou de brûler. Et je ne pouvais dire qu'une chose, nous continuerons à nous battre. Et j'ai tellement de crédit. Si quelqu'un de mon peloton entre maintenant, un des combattants, je suis un assistant éclaireur. Je ne l'ai pas fait, comme je l'ai dit, et c'est toujours important. Tu soutiens les soldats de combat, mais c'est un travail très important. Sans eux, sans toi, ils ne peuvent pas faire leur travail. S'ils entrent, je me lève comme pour le rabbin. Tout ce qu'ils ont vécu et accompli. Tu sais, les commandants et soldats de chars, Kir, Golani, les parachutistes. Des héros des temps modernes. Vraiment. Et je sais que dans 50 ans, je le sais.
Quand le monde se réveillera, ils feront comme pour les séries sur les héros de la Seconde Guerre mondiale, comme Frères d'armes. Ils feront Frères d'armes sur ces héros incroyables, incroyables, ces soldats qui ont quitté leur famille, chag après chag, qui ont embrassé leur bébé pour leur dire au revoir, leur ont donné la Birkat Kohanim. Tu sais, Flair, pour revenir à ta question, il y a eu des moments où j'ai vu, moi et mon ami, nous avons pris des vidéos sur le mode avion des gars à Gaza. Ainsi, de retour à la base, nous pouvions l'envoyer à leurs femmes et enfants. Wow. Imaginez, moi, 5 heures à Deir al-Balah. L'un de ces endroits en train de filmer un commandant, un officier ou un soldat de combat, puis d'envoyer la vidéo à sa femme la veille de la fête. Pour qu'elle ait quelque chose. Certaines choses qu'il disait dans la vidéo, la gentillesse, la douceur, et je me dis à moi-même, il faut parfois être dur, surtout dans le matruisme israélien. Comment gagner? Ce sont des gens tellement bons, honnêtes, profonds, et ils se battent. Ils mènent une guerre folle contre des gens qui, le 7 octobre, ont brûlé, violé, assassiné, et nous sommes attaqués. Et je sais, et c'est peut-être là l'essentiel de la réponse. Nous menons une guerre bien plus vaste que celle de Tsahal à Gaza. Nous luttons contre l'islam radical extrême, ce qui s'est passé sur les campus du monde entier, à Harvard, à Yale, et la malhonnêteté intellectuelle. Nous nous battons pour notre nom et nos racines, et nous allons gagner. Absolument. Nous allons gagner si ce n'est pas déjà fait et je pense que nous y sommes presque. Maintenant, Yehuda, tu diriges cela. Tu fais partie de la gestion de cette organisation et c'est très important. Donc, il y a une guerre, il y a cet héroïsme et ensuite les gens doivent retourner à leur vie normale comme si rien ne s'était passé. Les gens sont traumatisés. Comment votre organisation aide-t-elle ces réservistes ou soldats à se réadapter à la vie normale, à retrouver une vie ordinaire après tout ce qu'ils ont vu et vécu? Parce que pour moi, c'est le prochain défi qui nous attend, l'après-trauma. Je suis content que vous posiez cette question. Tout d'abord, personnellement, je travaille pour Peace of Mind depuis presque 3 ans, 1 an avant le début de la guerre. Et c'est l'une des choses dont je suis le plus fier. Le docteur Danny Baum, qui vit ici en fait, a lancé cela il y a 14 ans lorsqu'il a ressenti qu'après la deuxième guerre du Liban, beaucoup de soldats de combat revenaient entiers, mais avec le cœur brisé. Beaucoup d'entre eux sont instables, et il se passe quelque chose. Et il a eu l'audace, le courage d'en parler, d'écrire à ce sujet, de faire quelque chose, alors que beaucoup de gens dans la société israélienne s'en moquaient et en parlaient comme... Il y avait encore un stigmate, tu penses, autour du post-traumatisme? Absolument. Mais je pourrais te partager 2 choses tirées du terrain. Au début de la guerre, les gens de mon Gedoud 9215 se moquèrent de mon travail et disaient « Ah, Yehuda, assis et en train de parler avec tous les hommes, c'était comme une blague sur l'endroit où Yehuda travaille. » Ils disaient « Yehuda va à Miami, New York et Londres. C'est pourquoi il travaille vraiment là-bas. » Et parlons de nos émotions. Je me souviens en avoir parlé lors du premier tour à Gaza au commandant de peloton, au chef d'équipe, au commandant, personne n'était intéressé. Je crois qu'au 4e tour, tellement de personnes de mon peloton sont venues me voir et m'ont demandé « Quand et comment peut-on s'inscrire ?» Que fait votre organisation? Faites. Nous envoyons des soldats qui ont combattu ensemble dans des situations de combat extrêmes pour une semaine de thérapie dans des communautés juives à travers le monde, au Canada, en Angleterre, mais surtout en Amérique, où cela devient un voyage de 9 mois. Alors ils se rencontreront 1 mois et demi avant de partir. Et ensuite, 12 familles d'accueil hébergeront 2 gars dans chaque maison. La première moitié de la journée est très intense. Vous avez 2 thérapeutes qui viennent avec eux d'Israël, comme un 9 à 5 de thérapie de groupe, une thérapie de groupe intense. Réfléchissez-y. Incroyable. Des hommes qui se sont rencontrés à 18 ans, ont grandi ensemble,
se sont battus ensemble, ont traversé l'enfer ensemble, se connaissent par cœur, sont allés ensemble aux funérailles, au mariage, au bar mitzvahs. Maintenant, à l'âge de 30, 35, 29 ans, et malheureusement maintenant, nous avons des gars beaucoup plus jeunes, ils sont obligés de passer presque 40 heures en thérapie de groupe du dimanche au jeudi. Pour certains, c'est important. Et nous avons appris que c'est un vrai changement, que tout ce machisme de Géorgie. Genre, oui, ravale tes émotions, sois un homme, Je vais bien. je vais bien. Et ils apprennent, pour beaucoup d'entre eux, ils apprennent pour la première fois qu'il est normal de dire « je ne vais pas bien ». C'est quelque chose que je ressens beaucoup à propos de mon pays. C'est normal de dire « je ne vais pas bien ». Et c'est normal de dire que j'ai le cœur brisé. Et c'est normal de dire « j'ai besoin d'aide ». Et les hommes en Israël grandissent ici. Je pense que les Israéliens, mais les hommes en Israël grandissent avec ça. Je suis un petit Superman. En général, les hommes. Les hommes expriment souvent difficilement leurs sentiments et leur vulnérabilité ou reconnaissent leurs besoins d'aide, notamment les hommes israéliens robustes du Moyen-Orient. C'est exact. Et juste pour vous donner un autre aperçu logistique. Alors, imaginez-les, de 9 à 17 heures, en thérapie de groupe. C'est très sérieux. Il n'y a pas de place pour des bêtises. Ils doivent être présents. Le soir, ils assisteront à un match de NBA avec la communauté, suivi d'un barbecue. Tout d'abord, ce n'est pas en Israël. Ils doivent sortir. Ils ont besoin de cette pause. A. B. Quand ils entrent dans l'aéroport à JFK ou à Miami, il y a un énorme panneau. Bienvenue, héros. Toute la semaine, ils reçoivent des remerciements des enfants, des adultes et du rabbin. Le moment fort, selon moi, est le matin du Shabbat, où ils sont invités en unité à la synagogue. Ce sont généralement des communautés orthodoxes. Ils n'ont pas à rester assis 2 heures à prier. Ils participent une demi-heure, puis feront un mishaberach pour les soldats avec la communauté. Donc, vous avez 300 Américains juifs avec les meilleurs des meilleurs, 15 Israéliens et les 2 thérapeutes chantant une tikva, faisant un mishaber pour les soldats. Pour certains d'entre eux, c'est une expérience qui change la vie pendant toute la semaine. Ils reviennent et leurs femmes nous envoient des messages. Merci de m'avoir rendu mon mari. Waouh! Merci pour... elles nous envoient des messages demandant ce qu'elles peuvent offrir en retour pour cette tranquillité d'esprit, parce qu'en moins de 8 jours, vous m'avez offert l'une des meilleures expériences de ma vie. Je dois ajouter un clin d'œil. Ce terme convient-il aux communautés juives? Absolument. C'est leur façon de dire « me voici leur in ». Tout l'amour, l'énergie et le soutien qu'ils donnent à ces gars chaque semaine. Et j'ai participé à 7 ou 8 voyages. Et voir les jeunes leur parler le matin du Shabbat, je sais que tout ira bien pour nous parce que ils nous ont montré tant de respect, d'amour et d'attention, et ils nous ont ouvert leurs portes et leurs maisons. Eux aussi ont connu des difficultés depuis le 7 octobre. Absolument. Je pense que ça a été un traumatisme pour tout le peuple juif, principalement parce qu'ils n'auraient jamais cru qu'une telle barbarie puisse exister, mais aussi parce que dès le lendemain, les gens ont commencé à s'en prendre aux communautés juives partout dans le monde. Je pense que les soldats israéliens, et les Israéliens en général, ne comprennent pas vraiment la diaspora et son importance. Se sentent faire partie de nous et je pense que pour ces soldats israéliens, ils se sentent tout à coup appréciés, aimés par cette grande famille élargie, ce qui ne peut qu'être réparateur, ce ne peut être que réparateur. Et si tu sais, cette horrible guerre dans laquelle nous sommes depuis 2 ans, s'il y a une bonne chose qui en ressort, c'est que je pense que le peuple juif est devenu plus uni, plus fort ensemble. Absolument. Et je peux te raconter une petite anecdote. L'un des gars, je ne dirai pas son nom, ils étaient à Englewood. Oui, une super communauté là-bas. Dans l'avion, il me dit « Pourquoi tu nous emmènes à Englewood? Pourquoi on ne peut pas le faire à Kinneret, à Europe North ?» Tu vois, c'est leur commandant, un gars très sérieux, très religieux, qui n'est jamais sorti d'Israël, marié à 20 ans, vraiment très strict. Oui. Il me dit genre, il déteste, il n'a jamais pris l'avion. Oh, mon Dieu, pourquoi tu me traînes de l'autre côté? Du monde, et il m'a dit
Quoi? Qu'est-ce que j'ai à voir avec eux? Je veux dire merci. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec moi? Ouais. Et le matin du Shabbat, 6 jours plus tard, il se tient avec ses hôtes, les mains posées sur eux, et il me dit, voici mon frère et ma sœur. Et il m'a dit ensuite, quand j'ai vu la voiture de police devant la synagogue, j'ai compris pour la première fois que tout n'est pas si parfait ici. Ouais. Et quand il a vu les enfants leur dire sur les panneaux que ce n'est pas facile de rentrer en courant de la maison, et que les autres enfants te crient « Libérez la Palestine », ouais, et ce n'est pas naïm, ce n'est pas Agréable. de voir, d'écrire, d'avoir ton professeur dans ton université dont tu as rêvé toute ta vie. Aller là-bas, c'est dire des choses horribles sur l'idée des soldats. Et s'il y a un enfant juif qui écoute ton podcast Flair et qui suit ta page, que j'adore, c'est que je les remercie aussi de ne pas cacher leur judaïté, leur étoile de David, de ne pas changer leur nom sur Uber, de rester fiers, oui, de dire que la semaine prochaine ils vont en Israël, d'ouvrir leur maison et leur cœur à ces soldats. Ça compte beaucoup et je sais qu'ils traversent aussi une période très difficile, mais les soldats ont dit que ces enfants leur donnent aussi de l'espoir. C'est incroyable. C'est comme ça qu'on se renforce mutuellement. C'est pour ça que ce que tu fais est si important et que ton service est si significatif. Yehuda, merci pour ce que tu as fait pendant la guerre. Merci pour ce que tu fais maintenant pour les soldats après la guerre. Ça ne doit pas être facile pour toi non plus avec tout ce que tu as vu, mais merci d'être cette voix de guérison et de raison pour nous à travers le monde et de parler des vraies expériences et du vrai caractère de Tzahal. Merci Yehuda. Merci. Et puis-je dire encore une chose? Tout ce que tu veux, parce que j'ai grandi avec 3 sœurs. Oui, je ressens, Flair, qu'un des processus de guérison de l'État d'Israël passera par les femmes. Amen. Je le ressens dans mon corps, et je l'ai vu quand Adi a sauvé ce gars. Si on conclut maintenant cette conversation, elle était tellement... Je l'ai vu quand j'ai travaillé avec Lauriane Momentum, et en te suivant, et je pense que les femmes, tu sais, Shazak Nashim, Shazak, c'est le moment pour les femmes juives, les femmes israéliennes, d'avancer, les hommes. Je suis d'accord avec toi. Nous avons besoin. Vous en première ligne, nous vous voulons dans le plaidoyer et Bezrat Hashem, dans le leadership israélien et tout le reste. Mais je crois fermement que nous avons besoin de beaucoup de changements. Et l'un de ces changements sera, j'espère, que nous verrons plus de femmes en première ligne. Je suis d'accord. C'est un travail d'équipe entre hommes et femmes. Les femmes doivent être en première ligne dans les décisions et j'espère que ce changement viendra après la guerre. Merci Yehuda. Merci.